candidats étant tous là, on va démarrer. Donc, bonsoir à tous. La République de Seine-et-Marne est heureuse de vous accueillir pour ce débat qui est une première. Je n'ai pas souvenir que le journal, votre hebdomadaire, ait organisé ce type d'événement avant. Donc un débat en vue des prochaines élections législatives qui s'annoncent très ouvertes dans la deuxième circonscription. Ça nous a paru intéressant de rassembler certains des candidats. Pas tous malheureusement, ils sont 11 au total et animer un débat avec 11 personnes est un défi qu'on ne souhaitait pas relever pour l'intérêt de tous. Voilà. Donc, je suis Thomas Martin, le directeur du journal. J'animerai ce débat avec à mes côtés Yohann Vallier, notre spécialiste politique local, à qui je passe tout de suite la parole. Bonsoir. Vous le savez, une page importante va se tourner pour la circonscription de Fontainebleau. Didier Juliat, député depuis 45 ans, a décidé de ne pas se représenter et de transmettre le flambeau au maire de Nemours, Valérie Lacroute. Un passage de témoin qui aurait pu être une simple formalité pour la candidate investie par l'UMP sur un secteur où Nicolas Sarkozy a recueilli presque 55% des voix. Seulement voilà, elle sera opposée au premier tour à deux candidats de droite, le maire de Fontainebleau, Frédéric Valtou, et le conseiller général Jean-François Robinet. Les électeurs traditionnels de Didier Juliat vont-ils suivre les consignes de leurs députés ou au contraire décideront-ils de bousculer l'ordre établi ? À gauche, en tout cas, on compte bien profiter de l'occasion. La socialiste Roselyne Sarkissian croit en ses chances, surtout si une triangulaire venait à se présenter. Le MoDem, représenté par la nouvelle venue Isabelle Piot, tout comme Europe Écologie Les Verts avec l'expérimentée Liliane Pays, voudront aussi se faire entendre. Au final, 11 candidats sont sur la ligne de départ pour défendre leurs idées et leurs programmes. Car le nouveau député aura du pain sur la planche, l'économie du Sud, Seine-et-Marne, donne des signes inquiétants de fragilité et les thématiques de santé, de l'emploi ou encore des transports sont au cœur des préoccupations des électeurs. Qui saura convaincre ? Qui succédera à Didier Juliat ? Premiers éléments de réponse ce soir. Ce débat sera animé par nous deux, donc Thomas Martin et Yohann Vallier. Il sera filmé par Captaprod. Il sera retransmis sur notre site internet dans le courant de la semaine. Je vous souhaite à tous, cher public, mesdames, messieurs les candidats, un excellent débat. Donc on va commencer par les présentations. On va vous laisser chacun 2 minutes pour vous présenter et peut-être d'emblée nous dire pourquoi voter pour vous. Madame Pays, je vous laisse la parole. Vous avez un micro ici. Vous avez chacun un micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Liliane Pays, je suis conseillère régionale d'Île-de-France, Europe Écologie Les Verts depuis 2006 et j'ai été désignée en 2010 présidente de Nature Paris, qui est l'agence dédiée à la biodiversité et à la nature en Île-de-France. Par ailleurs, je représente la région dans divers lieux comme la base de loisirs de Bois-le-Roi et de Butier, mais aussi le parc régional du Gâtinais. Et également, je représente la région à l'Agence des espaces verts. Tous ces mandats me donnent une cohérence pour parler sur le territoire et j'ai, grâce à cela, tissé des liens avec les acteurs locaux sur les problématiques du département et plus particulièrement du Sud Seine-et-Marne. Par ailleurs, je suis, ça je tiens beaucoup à le préciser, je suis directrice d'école maternelle à Fontainebleau et j'ai tenu à conserver mon activité pour être plus près des habitants. J'ai une mosaïque de parents d'élèves qui me permettent aussi d'appréhender les problèmes qu'ils peuvent traverser, très divers, et aussi auprès de mes élèves. Et je regrette, mais c'est juste un petit regret, qu'il n'ait pas été abordé dans les thèmes l'éducation, qui pour moi doit être au cœur et qui est actuellement au cœur des préoccupations, parce que l'État se construit dans les... Enfin, excusez-moi, il faut que je vous le dise parce que je ne vais pas faire de conduite d'évitement, mais je suis malade et voilà, donc je fais beaucoup d'efforts pour parler clairement, mais je n'ai pas les idées très claires. Je vous prie de m'excuser, comme ça c'est dit, ça ira. Oui, une nation se construit son avenir à l'école, et pour moi c'est
c'est très important de vous le dire et je pense qu'il faut refonder l'école vraiment profondément et vraiment différencier l'approche par rapport à chaque élève, faire aussi que tous les... vraiment donner une chance à chaque élève et aussi valoriser toutes les formes de réussite. Et d'une manière générale, j'introduirai le débat par l'idée centrale du programme, la transition écologique de notre société. Et à Europe Écologie Les Verts, nous pensons qu'il est vital d'engager la transition écologique de la société parce que justement, quand on parle d'environnement, c'est pas c'est pas une discipline à part, c'est vraiment, ça traverse tous les domaines. Et vraiment, le modèle de développement économique actuel est arrivé à un tournant, celui de la transition écologique de l'économie, laquelle est indispensable pour répondre aux multiples crises auxquelles nous sommes confrontés. Et je développerai dans tous les points la crise sociale, environnementale. Et c'est pour ça que je me suis engagée en politique. C'est vraiment pour réduire toutes les inégalités sociales, environnementales, économiques. Voilà. Merci. À vous, Madame Sarkissian. Bonsoir à tous. Je suis donc Roselyne Sarkissian. J'ai depuis 3 jours, désormais 39 ans. Je suis mère de famille de 3 enfants. Je vais faire une présentation biographique assez rapide. J'ai une formation de sciences politiques et de philosophie. Mes parents étaient agriculteurs, donc j'ai une connaissance assez certaine et je crois que ça m'est nécessaire, compte tenu de notre circonscription, des communes rurales. J'ai l'expérience de l'engagement politique via mon père, qui était un élu d'une très petite commune auvergnate. Je sais exactement ce que signifie cet engagement au quotidien et cette abnégation. J'ai par ailleurs poursuivi mes études de sciences politiques et jusqu'à devenir enseignante à l'université pendant quelques années. Ensuite, je me suis réorientée vers le consulting pour les politiques publiques, ce qui m'a donné aussi un certain degré d'expertise dans des politiques publiques que je suis amenée à rencontrer désormais, qui sont les politiques de santé, d'action sociale, d'emploi. J'ai arrêté mon emploi d'abord à mi-temps et puis, en tout cas en limitant mon activité à mi-temps et en l'arrêtant complètement suite à mon élection comme conseillère régionale il y a 2 ans, puisque l'activité était trop intensive par rapport à mon engagement d'élu. Donc j'ai souhaité d'abord la limiter et ensuite l'arrêter. Donc je suis dorénavant uniquement conseillère régionale et conseillère municipale d'opposition à Fontainebleau depuis 2005. Voilà, donc je souhaite peut-être rapidement préciser mon engagement. C'est un engagement socialiste depuis que j'ai une 20aine d'années. Je ne sais plus exactement la date de ma première carte au Parti socialiste, mais je crois que je devais être à l'université. J'ai poursuivi cet engagement en adhérant à la section locale. Je me suis présentée avec 7 encartements en portant le drapeau socialiste. Et là, très récemment, évidemment, j'ai soutenu la candidature de François Hollande. Et donc, j'en ai été la représentante. Et c'est à ce titre que j'ai pu porter son projet localement et que je me félicite bien évidemment de son élection. On comprendra bien aussi que les valeurs que je porte sont des valeurs de justice sociale, mais aussi de justice territoriale et environnementale. Et je crois que j'aurai l'occasion de les développer ce soir à travers les thèmes qui nous sont proposés. J'en profite aussi pour vous remercier de cette invitation. Je l'ai dit déjà et je regrette un peu que tous les candidats n'aient pu être représentés, mais je crois quand même que c'est une belle initiative qui nous permettra de confronter nos projets. Merci. À vous, Madame Piot. Bonsoir, je m'appelle Isabelle Piot, j'ai 45 ans, je suis avonaise, j'ai 2 enfants, je suis mariée. Alors mes enfants, Thibaut, 17 ans, et prépare son bac et le concours de Sciences Po au lycée François 1er, et ma fille, 14 ans, au collège de la Vallée, en 4e. Alors, effectivement, je suis peut-être la moins connue ici sur le plateau, on va dire ça comme ça. Alors, néanmoins, mon engagement plus citoyen que politique est profond et très fort. Alors, je vais faire aussi, comme Roselyne, un petit rappel biographique. Donc, j'ai fait des études de gestion. J'ai travaillé une 12aine d'années dans le marketing et la communication. Et puis ensuite, en venant m'installer ici, en Seine-et-Marne, il y a 15 ans, j'ai complètement changé de parcours et je me suis orientée vers l'insertion des demandeurs d'emploi de longue durée, vers la formation professionnelle,
et puis également un peu plus récemment dans le domaine du handicap. Donc j'ai travaillé en étant responsable d'un établissement de formation qui dépendait du COS CRPF à Nanteau-sur-Lunain, puis ensuite j'ai été directrice de Partage 77, donc c'est peut-être à ce titre-là que ça peut dire quelque chose à certains d'entre vous, donc pendant 4-5 ans. Ensuite, j'ai continué mon investissement dans le secteur associatif, mais plutôt dans le secteur médico-social, où en fait j'ai été directrice adjointe de différentes structures dans le domaine du handicap, notamment la maison d'accueil spécialisée de Nemours. Voilà, donc ça c'est tout ce qui est la partie professionnelle. Au niveau associatif, donc j'ai développé de nombreuses actions et notamment depuis 3 ans, je m'engage de plus en plus fermement dans le développement d'associations dans le domaine de l'emploi, du soutien à l'emploi et de l'accompagnement des personnes en rupture professionnelle et des personnes handicapées. Donc j'ai décidé de m'y consacrer vraiment pendant 3 ans, pratiquement en prenant une espèce de congé sabbatique et en alternant avec des missions de travail. J'ai créé aussi une société de conseil dans le domaine des services d'intérêt général, et c'est là en fait c'est ce qui vient rejoindre mon engagement en politique. Donc je suis conseillère nationale du mouvement démocrate et je représente pour cette élection le Centre pour la France, et donc effectivement je vais avoir cet ancrage à la fois très fort dans l'entrepreneuriat. Je suis et je veux dans cette campagne, durant cette campagne et après quand je serai élue députée, pouvoir soutenir en fait l'action des entrepreneurs, et je pense qu'ici en Seine-et-Marne on en a vraiment besoin. L'emploi est en situation difficile. On n'en parle pas trop parce qu'en Seine-et-Marne on dit toujours qu'on a un très bas taux de chômage, sauf que ce sont des disparités énormes, vous savez bien, et sur le sud du territoire notamment c'est particulièrement vrai. Voilà, et donc mon autre ancrage c'est effectivement l'implication citoyenne. Donc moi dans cette élection je souhaite représenter l'engagement et la responsabilité citoyenne par rapport à des personnes qui sont peut-être plus engagées en politique. Merci. Très bien, merci. Monsieur Robinet, à vous. Bonjour, Jean-François Robinet. Donc, je suis né à Fontainebleau. À l'époque, ma famille maternelle habitait le Vaudouet, puis la Chapelle-la-Reine, puis Fontainebleau. Mon grand-père paternel était, lui, pharmacien à Moret. Vous voyez, je cerne un petit peu tout le secteur. Je suis allé en classe, comme beaucoup ici, à Carnot, puis François Ier. Ensuite, j'étais à Toulouse faire mes études dans une école d'ingénieurs agronomes qui dépendait de la faculté catholique. Mais comme mes parents n'avaient pas de ferme, je n'ai pas pu être fermier, j'aurais aimé. Donc j'ai fait du journalisme, et j'ai commencé par le journalisme dans l'agriculture, puis l'Europe, etc. Ce qui m'a donné beaucoup d'ouverture, évidemment, avec les sommets européens. Et c'est là où je suis rentré à la télévision pour évoquer ces problèmes, puis présenter le journal, etc. Et je cherchais un havre de paix pour mettre ma famille. Évidemment, j'ai pensé tout naturellement à l'endroit où j'étais né, et c'est à Samois. Donc j'ai installé ma famille, et je faisais les allers-retours entre Paris et Samois. Et puis, un certain nombre d'années plus tard, en 92, Paul Serramy, maire de Fontainebleau, a disparu. Comme ça, j'ai un fils qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne te présentes pas ? Vous savez, la vie n'est faite que de hasard. Hein. Pourquoi tu ne te présentes pas au Conseil général ?» Ben voilà, je me suis présenté, puis depuis, j'y suis. J'ai été dans le monde associatif. Avant, j'ai été conseiller municipal, maire, conseiller général, conseiller régional, de nouveau maire, conseiller général. Je pense avoir une panoplie assez large et donc une expérience importante. Alors vous me direz, bien sûr, je ne suis pas tout jeune, mais je vous garantis que mon dernier certificat médical est excellent. Il me dit que je peux être un député normal et dynamique et qu'il n'y a aucun problème pour 5 ans. Et je suis dynamique, je pense que ça se voit en général. Et ma priorité, moi, là, actuellement, avec tout ce qui se passe, c'est évidemment l'emploi. Je tiens à... Et l'enseignement, vous en parlez, parce que Fontainebleau a une IUT. Et je suis le père de cette IUT, personne ne le nie. On se souvient des manifestations dans Fontainebleau. Robinet, on ne veut pas d'IUT. Il y avait des oppositions à une IUT à Fontainebleau. Et le pire opposant, et qui a réussi à faire annuler le permis avec les associations, c'est le député Julia. Il préférait les arbres aux enfants, et pourtant c'était un lieu qui était prédestiné, et il n'y en avait pas d'autre en ville. Au dernier moment, Jacques Larcher m'a dit « Jean-François, IUT, si tu ne le fais pas là, tu le fais, je ne citerai pas la ville, parce que ça fâcherait peut-être quelqu'un ici, mais il y avait Montreux dedans, donc ce n'est pas dans notre circonscription. » Et on a réussi à le faire. Voilà, c'est un exemple. Et maintenant, il y a des entreprises qui sont en difficulté, et je pense qu'il faut qu'on se prenne en main. Il faut que l'on crée des fonds d'investissement partenariaux. Il faut que les entrepreneurs eux-mêmes, et j'en ai rencontré beaucoup qui sont d'accord, investissent eux-mêmes. Je termine parce que le sujet est quand même... Mais on y reviendra bien entendu tout à l'heure. Hein. Et ce qu'il ne faut plus avoir ici, c'est veiller avant, c'est des entreprises qui sont monoproduits. Et ça, c'est dramatique. Il faut intervenir avant pour éviter ce qui est en train de se passer. Mais j'espère avoir l'occasion de reparler tout à l'heure des problèmes des grandes entreprises, dont l'une des plus grandes est quand même à Samois et à Bagnols. Corning, c'est quand même un bel exemple.
On y reviendra tout à l'heure. Monsieur Valtou, à vous. Bonjour, donc Frédéric Valtou, maire de Fontainebleau, conseiller régional d'Île-de-France. D'abord, je voudrais moi aussi vous remercier de cette initiative. Je trouve ça très bien qu'on puisse, dans un exercice un peu nouveau, débattre ensemble à l'occasion de ces élections qui, effectivement, comme vous le rappelez, sont un tournant important pour notre circonscription, pour notre territoire, un peu aussi pour notre pays, mais ça, on en parlera sans doute. Donc j'ai 45 ans, je suis maire depuis 6 ans. Et ça fait 6 ans que je m'investis fortement dans la politique et dans les responsabilités politiques, d'abord comme maire et puis, comme je l'ai dit, comme conseiller régional à partir de 2010. Voilà, la candidature que je présente et les raisons, puisque vous nous avez interrogé sur donner une ou deux idées ou un ou deux arguments qui permettraient de donner envie de voter, simplement pour expliquer en introduction que ma candidature, c'est la cohérence d'abord de mon parcours et de mon investissement au service de cette ville, de cette agglomération et inévitablement de ce territoire. C'est aussi la légitimité de maire de la ville principale de cette circonscription, de président de la communauté de communes, qui naturellement, je veux dire, sans que je sois spécialement de fait, en tant que maire de la ville principale, je porte un certain nombre de grands dossiers qui ont une influence sur l'ensemble du territoire et on pourra en parler. Et puis la troisième idée, c'est que effectivement, je ne suis pas le candidat de manœuvre politicienne et je suis le candidat qui tire sa légitimité de cette position de maire de la ville principale du territoire et on y reviendra aussi si vous le souhaitez. Très bien. Juste avant qu'on attaque les différentes thématiques, certains seront peut-être étonnés de l'absence de Valérie Lacroute, qui bien évidemment a été invitée et a décliné l'invitation du fait d'une réunion prévue de longue date à Chères-la-Forêt, je crois. Voilà. Alors nous commençons avec la première thématique qui sera celle de la santé. Nous avons décidé d'aborder 5 thèmes majeurs, la santé, l'emploi, la dépendance et l'accessibilité des handicapés, le logement, les transports. À la fin de la soirée, un temps sera réservé aux questions du public et chaque candidat pourra s'exprimer. Nous commençons donc par ce thème de la santé qui est au cœur des programmes. La situation sur la circonscription est contrastée. D'un côté, le projet de grand hôpital au Bréau qui avance. De l'autre, un quasi-désert médical dans les cantons de La Chapelle, Loret, Château-Landon. Quelle stratégie pour le futur député ? Frédéric Valtou, vous avez la parole. Alors, rapidement sur les sujets de santé, la stratégie du futur député, elle est d'abord la stratégie au niveau national et la nécessité au niveau national de continuer à faire de la santé un impératif, c'est-à-dire de sauvegarder le modèle social qui est quand même le nôtre, le modèle d'assurance maladie, qui permet aujourd'hui d'avoir un service de santé qui est reconnu à l'étranger, qui traverse des difficultés compte tenu des difficultés des finances publiques en général, dans notre pays comme en Europe, et néanmoins qui continue à faire référence au niveau international. Et donc le combat du futur député, il sera d'abord, de mon point de vue, à l'Assemblée nationale, en tous les cas si je suis élu, eh bien, de veiller à ce que dans les projets du gouvernement qui sortira de la future majorité parlementaire, soit tenu compte de ces impératifs. Et mon engagement particulier, certains le savent, au service de l'hôpital et du service public de santé m'amènera sans doute sur ces questions-là à avoir un œil plus attentif et plus vigilant. Au niveau local, il y a un vrai enjeu. Demain, la santé sera sans doute le service sur lequel nos concitoyens seront de plus en plus demandeurs. C'est-à-dire, on va de plus en plus, parce qu'on va vivre plus vieux, parce qu'on va vivre plus longtemps chez nous, être consommateur d'un plus grand nombre de soins. On va dire ça comme ça, sans rentrer dans plus de détails, mais tout le monde l'aura compris. Et donc, les territoires qui réussiront, les territoires qui continueront à être attractifs, les territoires qui auront un cadre de vie qui sera favorable pour leur population, seront des territoires qui, au niveau de l'accès aux soins, de la santé, seront des territoires qui auront été capables de s'organiser. Et donc, c'est pour ça que moi, depuis 6 ans, et c'est le dossier qui m'a
qui me tient le plus à cœur, pour lequel j'ai consacré le plus d'énergie, c'est la reconstruction de cette plateforme publique-privée au Bréau, parce que je le vois non pas comme la satisfaction d'un maire qui verrait la reconstruction d'un hôpital sur sa commune, mais je le vois plutôt comme une tête de pont, une tête de réseau, qui permettra demain, notamment dans les cantons ruraux, de maintenir une offre de soins de premier rang et de qualité. Puisque un des enjeux pour les hôpitaux, et sans être trop long, c'est de s'ouvrir, de sortir de logiques très administrées et de s'ouvrir à la fois en amont et en aval, c'est-à-dire à la fois sur la médecine de ville, la médecine de premier rang, mais aussi sur les réseaux de soins, sur l'hospitalisation à domicile et de mettre en avant les parcours de soins. Cet hôpital, demain, va permettre non seulement de conforter l'hôpital de Nemours, on a déjà commencé à le faire depuis 2006, et j'y avais travaillé avec l'ancien maire de Nemours, puisqu'on avait en 2006 clos une longue période où chacun des deux hôpitaux se regardait en chien de faïence sans être capable de coopérer. Des coopérations se sont mises en place, certaines fonctionnent bien, d'autres, il y a évidemment des améliorations à apporter, tout n'est pas rose et fluide, mais ça c'est bien logique. Le deuxième enjeu demain de ces deux structures hospitalières conservées à Nemours et à Fontainebleau, c'est de pouvoir travailler en réseau avec des maisons de santé qui émergeront dans les territoires. Il y a déjà des projets à Château-Landon, il y a des projets à Laurel-Bocage, il y a un projet à la Chapelle-la-Reine. Ces trois cantons sont des cantons déjà repérés par le ministère de la Santé comme étant des cantons sous-dotés au niveau médical. Eh bien, demain, pour attirer des nouveaux médecins, il ne s'agira pas de leur dire, écoutez, installez-vous dans des cabinets, bossez de 8h du matin à 21h, week-end compris, soirée comprise de temps en temps, parce que ça, c'est un modèle que les jeunes médecins refusent. Il s'agira de leur dire, maintenant, on a créé des maisons de santé médicale, vous pouvez vous y installer, vous pouvez mutualiser les gardes, mutualiser le temps de travail, et surtout, faire du temps hospitalier, c'est-à-dire pouvoir offrir sur notre territoire une pratique médicale diversifiée. C'est ça qui sera attractif pour nos médecins et c'est comme ça qu'on arrivera à maintenir dans le sud de Seine-et-Marne une offre médicale de qualité. Qui souhaite réagir? Oui, Madame Sarkissian, allez-y. Alors, il semble qu'il y a un oubli dans votre propos, Monsieur Valtou, c'est que sur un certain nombre de dispositifs, sur les centres de santé, maisons pluridisciplinaires, et donc un certain nombre de politiques de proximité, il est possible de nous rejoindre. Mais vous avez fait l'impasse sur un bilan à assumer. Le bilan de Nicolas Sarkozy, celui des 5 dernières années. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce bilan, les franchises médicales, la taxation sur les mutuelles, la loi Bachelot de réforme territoriale au niveau de l'hospitalisation, la tarification à l'activité, l'uniformisation, donc la tarification pour les hôpitaux publics et les cliniques privées. Autant vous dire, et je crois qu'on n'est pas sur un microclimat dans la deuxième circonscription, il y a eu un événement le 6 mai, qui est l'élection quand même de François Hollande. Il y a eu la nomination d'une nouvelle ministre de la Santé, qui est Marisol Touraine, et qui m'a fait le plaisir d'ailleurs, sur mon invitation, de venir à l'hôpital public de Fontainebleau. Alors je le rappelle, le président alors en fonction, Nicolas Sarkozy, n'était pas venu à l'hôpital public, mais avait organisé une conférence sans symboliquement manifester son intérêt pour l'hôpital. La nouvelle ministre, avant la prise de fonction, avant la victoire de François Hollande, est venue donner ce signe fort et est venue par... Vous aurez la parole plus tard. Hein? Les réactions sont prévues, madame, enfin, il ne faut pas éviter les invectives. Je crois que le propos, ne vous inquiétez pas, c'est fait. Bien, les gens sont vivants. Comme ça. Oui, ça montre un intérêt. Ils l'exprimeront tout à l'heure. C'est positif, c'est très positif. Voilà. Allez, on laisse Madame Sarkissian s'exprimer, s'il vous plaît. Oui, vous inquiétez pas, je vais poursuivre. Donc il y a maintenant une ministre de la Santé qui est en place, qui va réformer la loi hospitalière, qui va notamment en finir avec la tarification convergente pour l'hôpital public et pour l'hôpital privé. Eh bien moi, élue députée, je voterai la réforme hospitalière qui est prévue par le projet national de François Hollande et par la nouvelle ministre en poste. Je me pense en capacité de pouvoir le faire, puisque je partage ces convictions. Il y a un certain nombre d'autres mesures, bien évidemment, et sur les maisons de santé et les centres de santé, étant à la région membre de la Commission Action Sociale et Santé, je sais à quel point il y a un besoin que l'État investisse en la matière. Je le vois, les collectivités territoriales, pour faire face à la désertification en milieu rural. Et je suis d'accord avec M. Valtou, il est vrai que nous avons des cantons, Laurel-Bocage, nous avons Château-Landon, y compris même à Nemours, puisque le renouvellement n'est pas assuré sur un certain nombre de villes et villages de ce canton.
Nous avons à faire face à tout cela et les collectivités l'ont assumé jusqu'à présent. Et il est temps, effectivement, que l'État réinvestisse ce chantier. Donc voilà, moi je crois, et c'est vrai que c'est une déclinaison importante, il y a une majorité nationale qui a été, enfin en tout cas, il y a un président qui a été choisi sur la base d'un projet comportant un volet santé. C'est ce volet-là, santé, que je souhaite, moi, défendre, député à l'Assemblée nationale. Et il y a ensuite des déclinaisons territoriales. Donc sur la désertification médicale, il est évident que je crois que cette politique de proximité, des pôles de proximité, la réponse à moins d'une demi-heure à des besoins de santé sont prioritaires. Pour rentrer vraiment aussi dans le détail de mes choix, qui sont des choix hospitaliers, je suis favorable à une reconstruction de l'hôpital de Fontainebleau. Je crois que c'est important de pouvoir avoir un nouveau site. Je crois qu'il faut particulièrement bien cadrer la convention qui doit être passée de partenariat avec la polyclinique. Je l'ai dit précédemment, l'hôpital public, pour moi, a mes faveurs, c'est évident. Je crois aussi qu'il faut, avec Nemours, avoir un partenariat qui ne soit pas un partenariat de dépouillement des activités de Nemours et de cet hôpital. Donc je serai très très respectueuse aussi d'un certain équilibre qui est plus qu'un équilibre territorial, mais qui est aussi un projet médical extrêmement partagé. Et ce sera mon dernier point, je me sens un peu longue, c'est aussi de penser à un relèvement de l'envergure de l'hôpital dans le Sud 77. Nous avons déjà commencé à travailler un peu en amont avec des partenaires candidats que sont Lionel Valquer, Olivier Faure, Patricia Engelbrecht, pour penser l'hôpital du Sud 77. Nous avons pensé donc à un certain nombre de partenariats et notamment peut-être la formation universitaire. On sait très bien que de faire de la formation universitaire, c'est aussi rendre un hôpital plus attractif ensuite pour les jeunes étudiants médecins qui auront à s'installer. Et je crois que ça pourrait être, en plus de l'aide à l'installation, en plus des pôles de proximité que j'ai cités, un moyen d'attirer des jeunes qui auront fait leurs études dans les spécialités que nous pourrions avoir en partenariat avec l'hôpital de Melun, avec l'hôpital de Montereau et avec l'hôpital de Nemours. Très bien. Je passe la parole à M. Robinet. Ensuite, Frédéric Valtou voudra peut-être réagir. Vous savez, il n'y a pas qu'à Laurel-Bocage. À Samois, on est resté plusieurs mois sans médecin. Et je suis allé en chercher un à Rosny-sous-Bois. Alors ça, c'est vrai, la proximité, mais ça, tout le monde en parle. Les maisons de santé, tout le monde en veut. C'est une bonne chose qu'on soit de gauche ou de droite, tout le monde en veut. Et aujourd'hui, les urgences sont saturées justement parce qu'on manque de tout ça. La médecine, la santé, ça touche tout le monde, ça touche les jeunes. On s'en occupe beaucoup avec la Maison des Solidarités parce que les jeunes, souvent démunis et qui sont en réinsertion, ont besoin eux aussi d'être soignés. Il y a les personnes âgées. Moi, je parle de ce que j'ai fait, de ce que je connais. J'ai passé une maison de personnes âgées de 30 à 72 personnes. Je me bats avec les maires successifs de Fontainebleau pour l'hôpital. Il y a longtemps qu'on se bat pour l'hôpital de Fontainebleau. Ça finit bien par arriver un jour, si ça arrive, parce que je pense, d'après les dernières nouvelles hier, que Melun forcené. Il y a un amendement, il y a eu un vote au Conseil général entier. Je crois que Melun pourrait peut-être se faire avant. Enfin, c'est autre chose. Mais j'ai quand même là une petite pétition du 13 avril 2005 qui a été signée par Jacques Nizard, maire de Fontainebleau, Jean-François Robinet et le président de la commission médicale d'établissement d'hôpital, le docteur Pierre Douillet, alors qui protestait contre les gens de Fontainebleau qui étaient contre le Bréau, mais qui s'adressaient aussi à l'Agence régionale de santé. Donc c'est quand même une vieille histoire. Moi, je suis au conseil d'administration depuis ce temps-là, donc on est quand même... on travaille en groupe dans cette affaire-là, Frédéric Valtou. Vous n'êtes pas le seul à faire votre hôpital à Fontainebleau. Voilà ce que je voulais dire, mais il y a beaucoup de choses à faire sur la santé dans notre secteur. On en reparlera d'ailleurs, dernier mot, on va en reparler la semaine prochaine, c'est pour ça que je n'insiste pas sur l'hôpital. On va en parler avec les médecins qui organisent, médecins et les personnels de l'hôpital qui organisent à la salle des élections, c'est mercredi soir, je crois, une soirée sur ce thème, justement, privé, public ou pas, donc on pourra en parler. Alors, Frédéric Valtou va répondre à M. Robinet et à Mme Sarkissian, et ensuite on donnera la parole à Mme Pio. Oui, non mais... J'ai jamais dit que je portais tout seul le dossier de l'hôpital. Si le dossier de l'hôpital, il est crédible, d'abord parce qu'on a porté un projet médical commun qui date de 2006, avec l'hôpital de Nemours. Le projet de l'hôpital de reconstruction de la future plateforme publique et privée, il est crédible parce que les équipes de la clinique et son PDG et ses médecins, parce que les équipes de l'hôpital, c'est les directeurs successifs, les présidents de CME successifs, se sont entendus sur un projet médical qui date de 2005. Donc c'est bien parce qu'il y a eu ces équipes médicales, ces
le président de la clinique, tous ceux qui sont, j'allais dire, qui font l'hôpital et la clinique au quotidien, qui offrent, qui organisent l'offre de soins. C'est bien parce que tous ces gens-là, je dirais, ont convergé sur un projet de reconstruction que ce projet a été crédible. Il a été crédible aussi parce qu'on a été capable de travailler dans certains domaines avec Montereau et d'envisager demain de travailler avec Melun, si un jour Melun est reconstruit, et surtout avec l'hôpital du Sud francilien. Donc c'est bien parce qu'on a mis tous ensemble ce projet dans une synergie de territoire et parce qu'on a développé un projet commun que ce projet est aujourd'hui crédible. Donc tant mieux s'il recueille l'unanimité. Je voudrais simplement dire que dans cette affaire-là, attention à ne pas vouloir balayer trop vite la part de la clinique et de l'hospitalisation privée. Le privé, ça n'est pas le démon. Le privé, c'est la complémentarité et parfois, j'allais dire, dans certaines spécialités, les seules capacités qui existent sur un territoire. Il y a des départements en France où il n'y a plus de public. Il y a des départements en France où il n'y a pas de privé. Nous, on a hérité d'une situation où il y a une cohabitation entre le public et le privé. Et en plus, on a la chance d'avoir un public et un privé qui veulent travailler ensemble. Donc on serait, j'allais dire, un peu idiot de vouloir, sous des prétextes idéologiques, opposer l'un à l'autre à partir du moment où on a des médecins qui sont prêts à travailler ensemble dans un même bâtiment. Deux éléments quand même, parce que si tout le monde s'en félicite, tant mieux. Il faut quand même dire qu'aujourd'hui, alors ça ne sera peut-être pas vrai demain, mais avec le nouveau gouvernement, qui peut-être sortira d'une nouvelle majorité, mais jusqu'au gouvernement précédent, l'hôpital de Fontainebleau était le seul en Île-de-France qui avait acquis son financement. Je rappelle que l'hôpital de Melun n'est toujours pas financé, que l'hôpital de Poissy-Saint-Germain, qui doit être reconstruit aussi, n'a toujours pas trouvé son financement. Donc il faut aussi savourer, entre guillemets, l'importance qui est le nôtre, ce pas qu'on a passé en ayant un financement qui, d'ailleurs, je dois le dire, date de 2009, qui a été gelé, mais qui a été confirmé ces derniers mois. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le projet que nous portons, c'est un projet qui est très original de coopération entre le public et privé dans une structure intégrée. Le seul exemple qui existe, il est à Saumur. C'est un exemple qui marche bien dans une ville qui n'est pas gérée par un maire de droite, où public et privé ont su travailler ensemble intelligemment. Parce que la question qui est au cœur de tout, ce n'est pas la question des structures, c'est comment on fera pour que les patients seront le mieux soignés sur un territoire qui a une zone de chalandise, on va dire ça comme ça, modeste, dans des villes qui restent moyennes. Fontainebleau, Nemours sont des villes petites et moyennes, là où aujourd'hui on voit plutôt s'opérer des regroupements à beaucoup plus grande échelle. Donc la chance qu'on a, et je le dis pour l'ensemble des élus qui, quelle que soit leur fonction, ont à se pencher et à s'intéresser à ce dossier, soyons vigilants à ne pas toujours vouloir tout découdre de ce projet-là, parce qu'il a été bâti par les professionnels patiemment, et que les cliquets qu'on a passés sont suffisamment, je veux dire, appréciables pour les malades que nous serons tous un jour, pour être vigilants à maintenir ce projet. Donc c'est une chance que nous avons. Et je souhaiterais, en tout cas moi demain comme député, poursuivre plus loin et dans la perspective d'une organisation des soins telle que je l'ai décrivée en introduction. Madame Piot, c'est à vous. Oui. Vous recevez énormément d'encouragement, Madame Piot. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi, merci. Merci de le préciser. Merci à tous. Donc, alors, une petite réaction. Bon, à la fois à ce que disait Madame Sarkissian et Monsieur Valtou. Bon, effectivement, le prochain député de la deuxième circonscription ne va pas pouvoir, à lui tout seul, porter une nouvelle réforme. Bon, je crois qu'on est quand même dans un système avec le quinquennat qui fait qu'une fois qu'on a installé, donc là, on a quand même la loi HPST, Hôpital Patient Santé Territoire, elle est en place. La redétricoter ne me semble pas forcément très opérationnelle. Alors moi, je l'ai vécu au quotidien, cette loi. Je travaille effectivement dans des établissements médico-sociaux et on a vécu la mise en place des ARS, les agences régionales de santé. Et ça a permis effectivement quand même de reposer certaines bases. Bon, il y a vraiment eu des choses intéressantes. Maintenant, à l'hôpital, je crois que, et là je rejoindrai plutôt ce que dit Madame Sarkissian, il y a quand même beaucoup de détresse, que ce soit au niveau des gens qui dirigent les hôpitaux, qui sont bien ennuyés avec effectivement des lignes budgétaires qui ont été transformées et des choix à faire qui sont quand même très compliqués à tenir. Et puis j'ai surtout envie de parler en fait des gens qui travaillent dans les hôpitaux.
Et là, encore une fois, c'est plus mon vécu, je dirais, de salarié comme tout le monde, dans une structure, dans des structures associatives où en fait on a quand même des métiers. Et là, je parlerai plus non pas des médecins, mais des métiers en fait des paramédicaux, des aides-soignants. De tous ces métiers dont on ne parle pas suffisamment et qui sont vraiment des métiers laissés pour compte. Et là, ma réaction, c'est plus de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer effectivement des propositions de loi qui auraient des répercussions, bien sûr, en local, puisque ça serait une manière aussi de favoriser et d'aider en fait la pratique professionnelle de ces personnes-là. Donc de travailler en fait sur une revalorisation de ces métiers, de voir comment en fait on peut arriver après, parce qu'il n'y a pas que l'hôpital qui doit, et les parcours et l'accès aux parcours de soins qui doivent être planifiés, réglés par des plans, des lignes budgétaires, mais je crois qu'au premier niveau d'application, dans les maisons de retraite, dans les maisons d'accueil de personnes handicapées, il est important en fait que ces métiers soient revalorisés. Un petit mot sur la désertification et le désert médical. Alors effectivement, je crois que c'est quand même un problème crucial dans le sud Seine-et-Marne. Je crois qu'il est vraiment important on va créer certainement, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, des maisons de santé où il y aura effectivement des services mutualisés. Maintenant, c'est pas forcément ça qui fera venir et revenir les médecins. D'abord, il faut absolument bouger le numerus clausus. Nous n'avons pas aujourd'hui suffisamment de médecins formés. Et puis, il va falloir que des services publics se mettent en place aussi sur ces territoires, qu'on réinvestisse en fait ces lieux qui sont des lieux pour les citoyens, pour pouvoir en fait favoriser ensuite l'implantation de ces maisons de santé avec des médecins, mais également toutes ces professions paramédicales pour qu'il puisse y avoir beaucoup plus de parcours de soins à domicile, beaucoup d'aide aux aidants. Il faut davantage s'appuyer sur tout le réseau associatif qui fait des choses formidables. Alors là, c'est pareil, je parle de choses que je connais bien. Et encore une fois, je pense qu'il y a matière à favoriser et à étayer en fait tout le travail des professionnels et des bénévoles dans le domaine de la santé. Peut-être revenir en arrière sur les 35 heures, en particulier pour l'hôpital. Madame Pays, pour conclure. Moi, je voulais avoir, comme je l'ai dit en introduction, montrer que l'environnement aussi traverse toutes les politiques et la politique de santé ne doit pas être exclusivement centrée sur le médical ou sur l'hôpital, comme je viens d'entendre. La politique de soins doit être complétée par une réelle politique d'éducation et de promotion de la santé environnementale et la santé au travail. Les principales causes, et ce n'a pas encore été dit, de mortalité et de souffrance moderne sont dues à des maladies liées au mode de vie et à l'environnement. Diabète, obésité, cancer, asthme, allergie. Et la connaissance des facteurs de risque indique que la plupart de ces pathologies pourraient être évitées. Là, on est dans le domaine de la prévention. Certes, on peut se réjouir que la longévité des personnes âgées augmente, mais la mortalité prématurée reste élevée, en particulier chez les hommes. De nombreuses inégalités perdurent, les inégalités hommes-femmes, les inégalités sociales vis-à-vis de l'accès aux soins, les écarts régionaux et la création de certains, comme ça a été dit, de certains déserts médicaux. Quelles sont les solutions que je préconise ? 5 points. Pour moi, ce qui serait primordial, c'est organiser un véritable service régional d'éducation et de promotion de la santé. Créer un institut national de recherche en santé environnementale et un institut de veille environnementale afin d'anticiper, et je répète le mot prévention, sur les risques liés à la diffusion de produits dangereux. Et assurer à tous, et ça aussi c'est vraiment une dimension à laquelle je tiens, à toutes et à tous l'accès aux soins, en augmentant le niveau de prise en charge des soins par l'assurance maladie et en supprimant les franchises. Et bien sûr, garantir la couverture du territoire, ça a déjà été dit, par des maisons de santé pour les soins de premier recours, en définissant une véritable mission de service public, parce que souvent, les maisons de santé, ce ne sont qu'un regroupement, effectivement, comme ça peut être près de Fontainebleau, de personnel, de médecins libéraux. Et il faut aller plus loin, il faut associer tous les corps de métiers liés à la santé, mais aussi, là je vais
peut-être paraître, mais s'il y avait dans ces cabinets, si je pourrais paraître un peu utopique, mais quelqu'un qui est vraiment, dont la mission serait de prévenir et de former les personnes, les enfants, hein, comme peuvent le faire actuellement les PMI, mais pas suffisamment parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour le faire, à justement l'hygiène, l'alimentation qui préviendrait vraiment beaucoup de maladies. Et bien sûr soutenir et moderniser l'hôpital public en faisant cesser la concurrence déloyale avec les cliniques privées et en augmentant le personnel soignant en nombre suffisant et en rompant avec la notion d'hôpital-entreprise. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Très bien. Un tout dernier petit mot, très rapide avant qu'on passe à Oui, la deuxième non, thématique. moi j'ai du mal à supporter le discours un peu misérabiliste sur l'hôpital public. L'hôpital public a des difficultés, mais il faut quand même savoir une chose, c'est que l'hôpital public se porte bien. Au niveau national, il gagne des parts de marché par rapport au privé. Au niveau national, il y a plus d'actes de chirurgie faits à l'hôpital public qu'à l'hôpital privé, que la recherche médicale française, elle est d'abord portée dans les grands CHU français et dans l'hôpital public, et qu'aujourd'hui, l'hôpital public, il n'y a pas de conflits sociaux majeurs. Donc c'est difficile, bien sûr, c'est difficile dans toutes les administrations, mais sortons d'un discours un peu toujours misérabiliste, comme quoi l'hôpital, ce serait la misère, et on ferait avec des bouts de chandelle. Il y a des médecins qui sont très compétents, il y a des personnels qui sont très dévoués. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des difficultés fortes. L'un des problèmes, c'est le financement. On va voir je veux dire, la baguette magique du nouveau gouvernement en la matière, puisqu'il nous annonce des choses formidables. Simplement, c'est vrai que c'est aussi un lieu d'excellence et de performance. Voilà, Nous allons passer à la deuxième thématique, donc consacrée à l'emploi. Si le taux de chômage du sud de Seine-et-Marne est légèrement inférieur à la moyenne nationale, la situation de Prevenglas à Bagnaux a rappelé douloureusement la fragilité économique du territoire. Comment accompagner le développement économique et maintenir l'emploi ? Roselyne Sarkissian, vous avez la parole avec, si possible, des interventions un tout petit peu plus courtes, parce qu'on a déjà pris beaucoup de retard. On verra si vous êtes la candidate du redressement productif. Écoutez, c'est un bel enchaînement, puisqu'Arnaud Montebourg s'est penché un peu sur la situation du Sud 77 et notamment du problème de désindustrialisation, puisque dans le cadre d'une table ronde, il a rencontré à la fois la phase la plus difficile, à savoir ces pertes d'emplois colossales, et je pense effectivement aux salariés de Prevenglas, qui est une entreprise de Bagnaux, pour ceux qui l'ignorent, qui est une entreprise sous-traitante, malheureusement, et M. Robinet le disait très bien, d'un seul équipementier, enfin d'un seul constructeur automobile, ou quasiment, qui était Volkswagen, et qui, à la suite donc, de l'arrêt des commandes, a eu à se voir prononcer une liquidation judiciaire. Donc ça, c'est une phase très locale de la désindustrialisation, et je sais que le nouveau ministre va faire de son mieux pour qu'il y ait un effectif redressement productif. La tâche n'est pas facile puisque 400 000 emplois industriels ont depuis 5 ans été supprimés. Alors, M. Valtou parlait avec une certaine ironie de baguette magique. Moi, je ne parlerai pas de baguette magique, évidemment. Je dirais simplement qu'il y a un certain travail de longue haleine à faire et qui n'a, à l'évidence, pas été fait au niveau de l'industrie. Il y aura des réformes, et évidemment au niveau de la Banque publique d'investissement, au niveau d'une réforme fiscale facilitant le financement des PME, une réforme bancaire aussi. Donc tout ça fera partie de la nouvelle législation qui, je le souhaite, pourrait être mise en place avec une majorité qui soit convergente avec le nouveau président de la République. Mais je crois qu'il y a aussi une réforme mentale par rapport à l'industrie. Moi, quand j'ai fait mes études, on nous expliquait que les secteurs primaires, l'agriculture, la pêche, tout ce qui était ressources minières, mais aussi le secteur secondaire, l'industrie, finalement, s'ils étaient réduits à très bas, c'était pas si grave. Et qu'on devait être finalement un pays de tertiaire, d'entreprises de services. Et je ne suis pas convaincue par ça du tout. Je suis bien sûr satisfaite du développement de l'emploi de services et je prône ce développement dans l'hôtellerie, dans le tourisme, bien évidemment, et qu'il faut d'ailleurs que cet emploi soit de plus en plus qualifié, de moins en moins précaire. Mais malgré tout, j'ai la conviction qu'on doit pouvoir réindustrialiser tout en y associant à la fois des éléments d'innovation, de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement et qu'il nous faudra relever ce défi-là. Mais qu'il faut aussi prioritairement nous dire que cela est possible
Ça doit normalement se jouer aussi, pas simplement avec un ministère magique, mais aussi avec l'éducation nationale qui doit, et Liliane en a bien parlé, être un facteur de relèvement important avec une réforme, peut-être une réappréciation, une revalorisation des filières technologiques et professionnelles pour qu'on puisse avoir des formations de qualité, des reconversions possibles de par ces formations. Je ferai bref en vous disant que localement, je soutiendrai un développement économique via un plan. Ça a déjà été plus ou moins amorcé par la région en travail partenarial avec les intercommunalités du sud du département. Je tiens beaucoup à ce travail partenarial au-delà des obédiences politiques, puisque j'ai bien entendu quelques soupçons de pro-Sarkozy, réactifs par rapport à mes propos. Je vous rassure, quand il s'agit de pouvoir ensemble revaloriser ce Sud 77, qui à mon sens, et beaucoup autour de moi partageront ce diagnostic, était oublié du national, nous sommes en capacité de travailler tous ensemble. Et au niveau économique, je crois ça possible. J'ai le regret, malgré tout, c'est peut-être là que j'aurai quelques échos un peu hostiles de l'assistance, j'ai le regret d'avoir constaté en tant qu'élu régional, représentant le vice-président en charge du développement économique, de constater que l'État n'a pas été partie prenante. L'État nous a dit, nous avons un développement économique à sa clé. Nous allons un contrat avec Melun-Sénart. Et je ne vous cache pas que je n'ai rien contre ces grands projets, que je trouve tout à fait emblématiques aussi de ce qu'on peut faire en matière d'excellence. Mais par contre, je pense que les projets d'envergure, il faudrait aussi qu'on songe à les développer dans le sud Seine-et-Marne et que l'État soit à nos côtés pour pouvoir effectivement, collectivité, quelles que soient nos obédiences, essayer de relever ce double défi qui est à la fois la réindustrialisation et le soutien à un nouveau type d'entreprise. Je sais aussi que les petites et moyennes entreprises ont beaucoup souffert de la politique bancaire qui ne les a jamais vraiment considérées au niveau des investissements. Et là, je crois beaucoup que les réformes pourront appuyer. Avec cette banque publique d'investissement régionale, je crois que ça pourra être un facteur de redressement. J'ai été une nouvelle fois trop longue. Voilà. Monsieur Robinet, c'est à vous de voir vos supporters. À vous. Oui, oui, tout à fait. Sur beaucoup de points. Un pays qui ne produit pas ne peut pas s'en sortir. C'est bien évident. Bon, les services tertiaires, c'est très important, l'innovation, tout ça. Mais nous avons la chance quand même dans un secteur, ce sud Seine-et-Marne, qui doit s'insérer dans le Grand Paris, pas être à part. On n'est pas les Indiens. Il faut aujourd'hui qu'on se mette tous ensemble. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'est beaucoup occupé des routes en Seine-et-Marne. Grâce à ça, on lui a donné la Légion d'honneur il y a un mois. Enfin, je ne sais pas où on va, pour 4 mois de mairie et pour les routes. Mais elle était payée pour s'occuper des routes. Et les routes, aujourd'hui, ça nous mène aux gares. Ce qu'il faut, c'est des transversaux. C'est aller d'un endroit à l'autre et créer, développer les PME. Nous avons beaucoup d'entreprises dans notre secteur, à Bagnols, dans beaucoup de zones d'activité qui marchent très bien, à Nemours, à Bois-le-Roi. Il y a une entreprise très remarquable qui vient de se monter, c'était Enert, les lunettes, par exemple. Bien, voilà un bel exemple quand je parle de fonds d'investissement. Elle a été reprise par 3 personnes. Il y en a une, elle a vendu sa maison à Labo. L'autre, elle a vendu son terrain à Chartrette. Et le troisième, c'est un Allemand qui était dedans et qui investit. Eh bien, ça y est, au bout de 2 ans, ils font des bénéfices, ils sortent des nouveaux modèles. Innovation, toujours rechercher de l'innovation. Je parlais de Corning tout à l'heure. Et là, je vais quand même citer une chose qu'a fait le président Sarkozy, qui n'avait pas fait les autres avant. Vous en avez parlé, c'était la taxe professionnelle. Il a supprimé la taxe professionnelle. Quelqu'un chez Corning va vous dire, le chiffre, je l'ai plus tout à fait en tête, mais ça leur économise peut-être 400 000 € Où ils les ont mis? Dans la recherche, dans 2 laboratoires de recherche à Samois qui fournissent du travail à Bagnols. Voilà, et il y a énormément à faire en développement de PME et de PMI. Je prendrais Silec, toutes ces grosses entreprises qui sont autour. Je prendrais Redex, qui est à Ferrières-en-Brie, mais c'est à 100 mètres là, de la Seine-et-Marne. Et il y a 200 emplois à peu près. La plupart viennent de Seine-et-Marne. Et ça, c'est une entreprise qui fabrique en France, qui vend en Chine, qui fabrique des gros engrenages de machines-outils. C'est remarquable. Ils ont une usine à Shanghai. Ah bon, ils font à Shanghai? Non, pas du tout. À Shanghai, ils vendent. Parce que les Chinois sont incapables de faire avec le même acier la même qualité. Donc on peut travailler aussi avec les Chinois. Et il y en a qui peuvent venir investir aussi ici. Ouais, on est en train ici avec un groupe de cavaliers et autres ici, eh bien, d'aider les Chinois à monter des poney clubs, à acheter des chevaux, à acheter du matériel équestre chez nous. Donc voilà, vice-versa, on peut travailler ensemble. Il y a beaucoup à faire avec l'innovation. Et les fonds dont je parlais tout à l'heure apportent des avantages fiscaux intéressant si vous montez des entreprises de proximité et d'innovation. Et moi, je vous dis, votre paradis fiscal, il est ici, sur notre territoire, dans le sud Seine-et-Marne. Ce n'est pas la peine d'aller emmener son argent ailleurs. Qui souhaiterait bondir sur ce thème?
si personne ne se bouscule, alors moi je veux bien me bousculer pour parler de ce thème. Voilà, effectivement, c'est un des sujets sur lequel donc je compte bien intervenir en commission si je suis élue. Je me suis investie là depuis une quinzaine d'années très très fermement en faveur de l'emploi. Alors j'ai travaillé dans des secteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, insertion, formation des demandeurs d'emploi de longue durée. Et actuellement, en fait, moi, ce que je vous propose de vous expliquer, c'est pas les promesses. Je sais que, effectivement, au moment des présidentielles, beaucoup de politiques sont allés au chevet de Preven Glass et malheureusement, l'entreprise. Donc là, maintenant, on sait qu'il n'y a pas d'issue possible tout de suite. Et en fait, en ce qui me concerne, je vais juste vous parler de petites choses que j'ai essayé de faire à mon niveau et que j'espère bien pouvoir porter à un autre niveau à l'occasion de ces élections qui arrivent très vite. Donc en fait, depuis 3 ans, je m'investis sur un projet. J'ai inventé en fait un concept qui s'appelle les franchises solidaires. Et l'objectif, c'est justement de relocaliser de l'emploi en modélisant en fait des activités dont l'objectif serait uniquement la création de 5 emplois par unité franchisée. Donc ça, c'est un exemple précis de quelque chose que je fais au niveau national. Mon association, en fait, c'est une association qui développe ce concept au niveau national avec des premières mises en application sur la Seine-et-Marne. Alors c'est un peu long. Il faut aller convaincre beaucoup de monde, mais je m'y attelle et ça m'occupe le plus clair de mon temps. Donc avant ça, j'avais par exemple en 2005 cofondé une association qui s'appelle le Groupement des innovateurs pour l'emploi avec Thierry Duboitier, donc, qui était en responsabilité de la solidarité au Conseil général, et puis Adèle Nedja, qui était le délégué départemental du MEDEF. Alors tout ça pour vous dire que mon investissement en faveur de l'emploi, il n'est pas d'aujourd'hui et il continuera à être très ferme. Je crois que le principal, je suis d'accord avec ce que disait Madame Sarkissian, on peut travailler effectivement de façon intelligente, quelle que soit la couleur politique, les blocs. Effectivement, moi j'ai travaillé avec la direction départementale de l'emploi, donc qui a changé de nom maintenant, et puis on travaillait très bien avec les services du Conseil général qui n'étaient pas de la même couleur politique. Donc ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, beaucoup plus concrètement, je crois que l'emploi, ça passe effectivement beaucoup par ce que les chefs d'entreprise des TPE, PME du Sud Seine-et-Marne vont pouvoir faire. Donc à nouveau, mon engagement, ça va être de pouvoir amener un terrain favorable. Actuellement, ces entreprises, en fait, ces chefs d'entreprise, plus précisément, ont la tête dans le guidon. Ils ne savent pas exactement comment sortir de situations financières parfois complexes, d'issues en termes de carnet de commandes qui paraissent incertaines. Et là, il est important à nouveau qu'il puisse y avoir un étayage au niveau de ce que proposera l'appareil législatif. Accéder mieux au financement européen, c'est également important. Tous les crédits impôts recherche, tous les financements aujourd'hui arrivent surtout aux grands groupes qui sont constitués et pas aux petites structures qui en ont pourtant le plus cruellement besoin. Donc là, à nouveau, il ne s'agit pas de faire du misérabilisme. Les chefs d'entreprise sont des gens formidables. Ils savent comment, en gros, développer leurs affaires. Mais maintenant, il faut les inciter à ce que leurs affaires créent des emplois. En Seine-et-Marne, et peut-être particulièrement sur le sud Seine-et-Marne, l'emploi peut qualifier celui qui s'est le plus développé, alors que dans la région, en fait, ça n'est pas le cas. Il est important, effectivement, de pouvoir proposer des emplois qui correspondent au niveau de qualification, mais en même temps, travailler également sur l'amélioration des niveaux de formation. Voilà. Merci. Madame Pays, on conclura avec Frédéric Valletoux. Assez rapidement, parce qu'on a un petit peu de retard. Merci. Je reprendrai la conversion écologique de l'économie est un formidable moteur de création d'emplois. 2 exemples, l'isolation thermique des bâtiments et la rénovation écologique des transports. Donc c'est l'économie verte, le vivre mieux, l'économie de proximité, le retour du long terme dans l'économie par la rénovation du dialogue social. Et le premier pilier, ce sont les énergies renouvelables qui doivent permettre de créer 140 000 directs emplois et indirects. Et à ce niveau, la France doit suivre la voie tracée par l'Allemagne qui a créé une véritable filière industrielle qui emploie 5 fois plus de salariés qu'il y a 10 ans. Les énergies renouvelables ont 2 avantages en termes d'emploi. Elles sont des énergies produites localement et non délocalisables, contrairement au pétrole et au gaz importés. Elles ont un mode de production plus intensif en travail que les énergies fossiles. Et cette création d'emplois liés aux énergies renouvelables compensera largement, parce que ça, c'est ce qui est critiqué, la reconversion nécessaire des emplois dans les énergies fossiles, qui représente une perte de 60 000 emplois directs et indirects.
Ainsi, d'ici 2020, la conversion à l'économie verte doit permettre une réduction de 30% de la consommation de pétrole et de gaz. Le deuxième pilier, ce sont les économies d'énergie qui doivent permettre de créer 440 000 emplois directs et indirects. Et nous le voyons arriver dans le Sud-Seine-et-Marne, la réhabilitation énergique des logements est prioritaire pour diviser par 4 les émissions de CO2. Cela passe, comme je l'ai dit, par la rénovation, l'isolation, la mise en place de systèmes de chauffage efficaces. L'objectif est d'atteindre un rythme de 900 000 logements par an réhabilités en basse consommation d'ici 2020. Et ce que n'a pas encore été dit, le troisième pilier, ce sont les emplois de proximité. Il s'agit de développer les services à la personne en soutenant l'économie sociale et solidaire. Ces services regroupent une large gamme d'activités, soutien scolaire, aide aux personnes âgées, aux dépendantes, mais on en parlera tout à l'heure, ménage, jardinage. Les services à la personne présentent 3 avantages. Ils sont là aussi non délocalisables et participent à la qualité de vie des concitoyens. Ils présentent un fort contenu en main-d'œuvre. Il existe une demande potentielle élevée et des besoins insatisfaits. Et là, il s'agit vraiment de pérenniser ces emplois qui trop souvent sont précaires. Et moi, je le vois dans l'éducation nationale où nous avons des AVS qui sont en rupture de contrat. Et pour un même enfant, cette année, j'ai connu 4 AVS qui se sont succédés au détriment, bien sûr, de l'enfant. Ils contribuent à une véritable politique sociale redistributive en aidant les ménages à bénéficier de services que leurs ressources ne leur permettraient pas par ailleurs d'acquérir. Voilà, c'est ce que je voulais te dire sur l'emploi, mais dans le Sud-Seine-et-Marne, il y a un gisement d'emploi grâce à la reconversion écologique et au service à la personne. Monsieur Valtou, pour conclure, un maire qui doit se réjouir d'avoir... Allez-y, allez-y. Oui, vous parlez d'emploi, Roselyne, c'est très bien. Alors, je vais vous faire une requête, que vous pourriez transmettre au gouvernement. On manque beaucoup d'emplois, de logements. Il y a beaucoup. Vous adressez à Liliane Pays ou à Roselyne? Non, à Liliane Pays. Pardon. On manque beaucoup de logements dans le secteur. On le sait bien, il y a un retard terrible qui a été pris, notamment dans le secteur, mais pas seulement en Fontainebleau, mais dans le sud Seine-et-Marne. Si on veut que des gens viennent habiter là, un petit peu plus nombreux dans certains cas, sans être le dortoir de Paris. Il ne s'agit pas de ça. Si on refait de l'activité, il faudra bien faire des logements. Or, aujourd'hui, on sait très bien que le logement dit social, il pourrait s'appeler autrement, le logement aidé par l'État, souvent est refusé dans les communes parce que ce que présentent les architectes, c'est pour que ça coûte moins cher, c'est pas beau. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait un équilibre qui se fasse entre ce que nous font les gens des offices HLM, sur qui on va avoir une pression, et puis peut-être une prime donnée par rapport au paysage et à la qualité, de façon à ce qu'on puisse construire des maisons qui conviendront à tout le monde sur le plan du paysage. Et pourquoi pas, on est une belle région. Bon, on a aussi envie, et les gens qui habitent dedans, même s'ils ont moins de moyens, ont aussi envie d'avoir de beaux logements. Alors je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine.